Bonjour tout le monde et bienvenue au 15e congrès de la Société marocaine des maladies vasculaires, dans cette très belle ville. Alors donc je crois qu'il est temps de démarrer cette session qui va être consacrée sur les polémiques et les actualités en pathologie vasculaire. J'ai le plaisir donc de co-modérer donc cette session avec mes collègues ici présents. Alors, si Madame Montasser est prête, alors je l'appelle pour qu'il nous fasse la première présentation sur les AOD et insuffisance rénale. Donc, merci de respecter le timing qui vous est alloué. C'est 20 minutes, c'est ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Mes collègues ici présents, merci pour les modérateurs. Et je remercie le bureau de la SM, de la Société marocaine de maladies vasculaires de m'avoir invité pour une deuxième fois pour être à leur côté. Je suis le produit de la médecine interne parce que je suis la fille de la médecine interne parce qu'on a partagé avec nos amis médecine interne pendant une dizaine d'années le même service. Et donc, je suis très honorée c'est l'occasion de vous remercier de votre savoir-faire, de votre savoir-être. Et je commence la présentation sur les AOD et l'insuffisance rénale chronique. C'est une problématique au cœur de notre pratique, qu'on soit néphrologue ou non. On est ramené à choisir la bonne molécule, à adapter la dose. Et vous savez que l'insuffisant rénal, il va cumuler un risque thrombotique et un risque hémorragique. Et donc, on va essayer d'explorer ensemble les nouvelles données de l'utilisation des AOD chez les insuffisants rénaux chroniques. Pendant une dizaine d'années, on n'avait que l'antagoniste de la vitamine K et au Maroc, on n'avait que l'acénocomarol, le fameux Cintran, je ne fais pas de la pub, qui va bloquer une complexe enzymatique. Ce complexe enzymatique, il va bloquer un ensemble de facteurs dans la cascade de coagulation. Et depuis, on dispose des anticoagulants directs qui vont agir sur un seul facteur, soit le 10A, soit le 2A, et qui va permettre, avec ses caractéristiques pharmacocinétiques, d'adapter et d'avoir des priorités supérieures aux antivitamines K. Chez le patient insuffisant rénal, c'est un patient où la frontière entre le risque thrombotique et le risque hémorragique est assez fragile. C'est des patients qui sont prédisposés à fur et à mesure de l'évolution de la fonction rénale aux fibrillations atriales, au risque thromboembotique qui va être multiplié par 3. Au même moment, c'est des patients à risque élevé hémorragique de saignement et avec le risque de saignement digestif qui peut atteindre les 100 fois par rapport aux patients de la population générale. Ce risque de fibrillation atriale avec l'insuffisance rénale va augmenter le risque d'AVC, multiplié par 5, le risque d'embolie pulmonaire qui peut atteindre 8 fois par rapport à la population générale. Et enfin, quand vous avez une diminution de moins de 10 ml/minute du débit de filtration glomérulaire, vous avez une augmentation du risque d'AVC qui est de plus de 7%. C'est un défi thérapeutique parce que le rapport bénéfice-risque des AOD reste très complexe et donc on doit individualiser notre prise en charge et notre choix du médicament. Alors vous voyez que en évoluant, en dégradant la fonction rénale, il y a une augmentation du risque thrombotique, une augmentation du risque hémorragique et donc la fenêtre thérapeutique devient de plus en plus restreinte drastiquement. Pourquoi tout cela? Parce que c'est un patient qui va se balancer entre un milieu pré-hémorragique et favorisé par un certain nombre de facteurs, principalement le dysfonctionnement plaquettaire qui est dû à un nombre de facteurs stimulants que les métabolites urémiques, le stress oxydatif, l'inflammation, la dysrégulation de certains produits associés à des conditions anormales comme l'anémie, qui est une condition très fréquente chez le patient insuffisant rénal, qui va entraîner une diminution de certains enzymes comme le thromboxane A2 et donc les plaquettes, ils seront problème d'adhésion entre les plaquettes eux-mêmes avec les facteurs de coagulation, entre les surfaces des plaquettes et la paroi et donc le risque hémorragique, il est là chez le patient insuffisant rénal. Parallèlement, chez le même patient, on peut avoir également un milieu prothrombotique qui peut être favorisé par certains facteurs de risque
ou l'augmentation de certains facteurs procoagulants, ou encore la diminution de certains facteurs anticoagulants qui vont aboutir in fine à une augmentation de l'agrégabilité entre les plaquettes et les autres cellules, les éléments figurés du sang, et donc l'augmentation du risque thrombotique qui va être vu dès les stades précoces de la maladie rénale. Dès le stade 3, on peut avoir un problème de dysfonctionnement endothélial, d'hypercoagulabilité par déséquilibre entre les facteurs de coagulation, une stase, une turbulence vasculaire qui va favoriser ce thrombus et la formation de thrombus. Alors, même s'ils appartiennent aux mêmes classes thérapeutiques, ces AOD, ils ont des effets ou des caractéristiques pharmacocinétiques très différentes. Va de l'élimination rénale, où on trouve que le dabigatran a une élimination rénale qui va jusqu'à 85%, vers l'apixaban, qui a une élimination rénale de 27%. Et vous pouvez imaginer que l'apixaban reste et va rester, grâce à cette propriété, la molécule la plus utilisée à des stades avancés de la maladie rénale. Ils ont tous des molécules, c'est des drogues, sauf pour le dabigatran, c'est une prodrogue. Ça veut dire qu'il a besoin d'un métabolisme pour qu'elle soit active. Ils ont une bonne biodisponibilité orale. L'élimination, c'est la durée de vie, c'est une durée de vie qui est assez courte par rapport à la warfarine. Toutes les molécules ne sont pas dialysables avec un risque de cumulation, sauf pour le dabigatran. Et on a des antidotes, bien qu'ils sont chers, mais ça existe. Je vous demanderai alors, toutes les études pharmacocinétiques, toutes les études avec les AOD sont réalisées avec le Cockcroft. Et il faut faire attention, quand on va choisir la clairance, c'est des clairances et des études qui sont faites avec le Cockcroft. Tout simplement parce que la pharmacocinétique dépend de la créatinine, de l'unité millilitre-minute et du poids réel du patient. On va rentrer dans le cœur de la présentation et c'est l'intérêt des AOD chez la population des insuffisants rénaux chroniques. Il faut savoir que les données cliniques, la grande majorité des preuves disponibles provient d'analyses post-hoc, des 4 études contrôlées randomisées, comparant les AOD à la warfarine chez les patients avec insuffisance rénale modérée, qui est constatée entre 30 et 50. Et donc, vous voyez, que les AOD, ils ont déjà montré leur supériorité chez la population générale concernant la protection contre les AVC secondaires au FA avec moindre saignement, surtout les hémorragies intracrâniennes qui est la complication la plus redoutable. Et les guidelines actuels recommandent donc les AOD en première intention, sauf pour les valves mécaniques, la sténose mitrale rhumatismale et le syndrome des antiphospholipides. Donc, les données dont on dispose, c'est des données de post-hoc, c'est-à-dire qu'on avait déjà une population qui a été collectée, on a déjà analysé, et qu'est-ce qu'on constate? On constate chez ces populations qu'il y a une population qui a été étudiée, des populations avec insuffisance rénale. L'étude Aristote reste l'étude pionnière qui a montré une efficacité sur la diminution de l'AVC, de la mortalité et du saignement. Et donc, l'apixaban reste la molécule la plus préférée chez les patients qui ont une insuffisance rénale modérée. Vous voyez que pour l'étude RELI réalisée avec le dabigatran, on a un hazard ratio qui est dans les alentours de 0,55. Donc, on est bon concernant la protection contre les AVC. Mais pour le saignement, vous voyez, on a un hazard ratio qui est de 1,22. Et donc, statistiquement, ça veut dire qu'on n'est pas bon concernant les saignements. Et ce qui a été prouvé également avec le dabigatran, moins on a de clairance, moins de 50, on a un risque de saignement. Et donc, il faut réduire les doses de dabigatran moins de 50 et de passer de 150 à 110 x 2. Et on avait trouvé qu'il y avait une relation non linéaire, c'est-à-dire la biodisponibilité de dabigatran, elle va varier rapidement avec un croisement avec la ligne des AVK. Et donc, il faut savoir réduire le dabigatran. Le risque de saignement, il est assez important. Pour le rivaroxaban, on a des résultats de non-infériorité pour les AVC, mais pour le saignement, vous voyez toujours, on n'est pas top. Pour l'édoxaban, on a une diminution de la mortalité et une diminution du saignement. Et donc, pour récapituler, les 4 molécules ont montré leur efficacité
concernant le risque d'AVC et d'embolie, mais vous voyez que pour la sécurité, on a surtout l'apixaban et l'édoxaban. Cette méta-analyse de la combine AF, c'est une méta-analyse au niveau individuel des 4 grands RCT, donc incluant plus de 71 patients. C'est la preuve la plus robuste de ce jour. La conclusion, elle est remarquable. Vous voyez sur le graphique, plus on évolue, plus la fonction rénale, elle s'aggrave, plus on protège nos patients avec les AOD. Et toute diminution de 10 millilitres de la clairance va permettre une diminution du risque d'AVC de 4,8, de la mortalité de 2,1 et de l'hémorragie intracrânienne de 6,2. Et cet effet, vous le voyez, même en réduisant les doses à 2,5 fois 2, on est efficace avec l'apixaban. Est-ce qu'on a besoin de monitorer? Non, c'est le grand avantage des AOD, mais il y a des situations où on doit impérativement monitorer nos patients. C'est surtout lorsqu'on a une hémorragie majeure ou un risque de récidive, lorsqu'on a une chirurgie imminente et on veut neutraliser, lorsque le patient, on doute sur l'absorption du médicament, lorsque le patient il est obèse avec une pharmacocinétique qu'on n'arrive pas à juguler, chez les patients insuffisants rénaux où le risque cumulatif est imprévisible, et surtout lorsqu'on va utiliser certains médicaments avec des interactions avec le cytochrome P3A4. Il faut faire attention, surtout au milieu de cardiologie, avec certaines interactions qui vont augmenter l'herbe sous la courbe, c'est-à-dire principalement les antiarythmétiques, les dronédarones, les inhibiteurs calciques, le verapamil, qui peuvent multiplier l'effet des AOD, et faire attention avec la rifampicine, qui va elle-même réduire cet effet. Et donc, à chaque fois, il faut vérifier est-ce qu'il y a une interaction entre les AOD et entre certains médicaments qui semblent soit potentialiser, soit réduire l'effet de ces médicaments. Donc, pour récapituler, patient insuffisant rénal chronique avec une clairance entre 30 et 50, toutes les AOD sont permis, sauf pour le dabigatran. Il faut savoir réduire la dose à partir d'une clairance de 50. Au lieu de 150, il faut partir à 110 fois 2. Pour la population la plus délicate, c'est la population des patients avec insuffisance rénale sévère. On n'a pas de données, c'est des données de post-hoc. Et les données de post-hoc, ça veut dire qu'on est basé et on est réduit dans la population qui a été analysée. On a la seule étude, c'est l'étude Aristote. On avait un groupe de patients, 269 patients, qui ont été analysés pour des clairances jusqu'à 25. Et on constate que l'ensemble des données montre une efficacité similaire aux antivitamines K, un hasard ratio pour le saignement qui est à 0,38, ça veut dire qu'on est bien côté saignement, mais les autres études observationnelles rétrospectives, ils sont mitigés, on ne peut pas se prononcer. Certes, l'apixaban, il fait bien, mais on a besoin de données. Et apparemment, il fait bien quand on est à des doses réduites de 2,5 fois 2. Cette étude ou cette information a été confirmée par l'étude de Xu en 2023. Il a pris 2 bras, un bras 5 d'apixaban 5 mg fois 2 et un bras 2,5 fois 2. Ce qu'il a constaté que sur le plan efficacité, on était similaire, mais sur le plan sécurité, on était bien dans l'hospitalisation secondaire au saignement et pour les saignements majeurs. Et donc, il paraît sage et intelligent de prescrire les 2,5 fois 2 pour une meilleure sécurité et pour la meilleure efficacité. Alors, pour les patients qui sont en dialyse, c'est des patients qui posent un problème de défi thérapeutique. Pendant des années, on croyait qu'on faisait bien avec les antivitamines K, et c'était le traitement de référence pour tous les problèmes thromboemboliques. Et ça s'avère, sur la méta-analyse, la revue de la littérature de madame, ou monsieur, je ne sais pas, Radhawa, c'est que la warfarin ne protégeait pas contre le risque de faire des AVC ischémiques, mais plus que ça, elle prédisposait les patients à des risques d'hémorragie cérébrale, d'hémorragie digestive, de calciphylaxie, avec une efficacité sans efficacité, puisque le time
therapeutic range n'était pas atteint, puisqu'il variait selon les études entre 44 et 50, et on devait être dans les 65%, ce qui n'est jamais atteint avec les centres les plus experts. Et donc, plus on n'était pas bénéfique, on était délétère, d'où on s'est dit, peut-être, pourquoi pas, on est motivé à partir explorer les AOD chez les patients dialysés. Et effectivement, il y a les 4 grandes études. La dernière, c'est l'étude SAFEDY. Seule l'étude Valkyrie qui a montré sa supériorité concernant la protection des AVC, secondaires au FA, avec moins de saignements, surtout les hémorragies intracérébrales, et moins de saignements majeurs, et moins de décès. Et donc, ça reste la molécule de référence chez les patients sous rivaroxaban. On peut l'utiliser chez les patients dialysés. Les autres études, l'étude SAFEDY, elle est intéressante dans le sens, on a pris 3 bras. Un bras qui était sous AVK, un bras sous apixaban et un bras qui ne prenait rien. Et on s'est dit, on va voir, est-ce qu'il y a intérêt de mettre ces patients dès le départ, initialement sous anticoagulants. Et vous voyez que même le bras qui n'avait pas reçu d'anticoagulants, on n'avait pas une majoration du risque d'AVC, et on avait le même risque de saignement, le même risque de décès. Les 2 autres études, Rénal et Axadia, c'est des études qui ont été interrompues prématurément parce qu'on n'avait pas recruté le nombre qui était nécessaire. En plus, on n'avait pas eu de majoration de risque d'AVC, mais surtout pour l'étude Rénal AF, on était très efficace sur le plan pharmacocinétique, c'est-à-dire, c'est une étude qui a montré que pour l'apixadia 2,5, on était plus efficace. Plus efficace pourquoi ? Parce que l'air sous la courbe s'approchait de l'air sous la courbe de la population générale, et donc si vous avez à prescrire l'apixaban chez les patients insuffisants rénaux, moins de 30, dialysés, c'est les 2,5 fois 2. Les 4 essais concluent vers une réflexion qui est assez intéressante. C'est qu'on avait plus de saignements que de risque ischémique, que les patients, est-ce qu'ils devaient être mis déjà sous anticoagulation, et les patients sous AVK étaient certainement pas protégés parce que le timing in therapeutic range n'a jamais été éteint avec les AVK. Et donc, les questions qui se posent, est-ce que le risque d'AVC attribuable à la FA est-il vraiment élevé chez le dialysé? Est-ce que le score de risque qu'on utilise chez le dialysé est vraiment adapté chez les dialysés? Et est-ce que l'anticoagulation permet vraiment de prévenir les AVC chez le dialysé? Et donc, d'où la curiosité de nos amis danois qui se sont intéressés à comparer la warfarin versus absence de traitement. Et l'étude SAC 2028, qui va sortir en 2028, j'imagine, qui a comparé l'apixadia versus absence de traitement pour juger est-ce que vraiment ces patients qui ont des FA sont prédisposés à faire des AVC et où on les prédispose plus à un risque de saignement sous anticoagulation. Un effet qu'on oublie carrément quand on met les patients sous AOD, même nous les néphrologues, on l'oublie, c'est le risque d'aggraver la fonction rénale sous AOD. C'est ce qu'on appelle les néphropathies liées aux anticoagulants, qui a été décrit initialement en 2011 par Brodsky, surtout pour les AVK. Quand on avait des INR au-delà de 3, vous remarquez qu'on a un déclin un déclin de la fonction rénale qui peut apparaître dès la première semaine, c'est-à-dire une aggravation de la fonction rénale, un déclin du DFG, et vous voyez que chez les patients avec les pointillés qui ont une néphropathie liée à l'anticoagulant avec une maladie rénale chronique, c'est les patients dont la courbe de survie est la plus précaire et la plus médiocre. Et on avait une étude observationnelle donc menée sur 32 patients, c'est l'étude SCREAM, qui a montré que les patients qui ont sous AOD sont moins à risque de développer cette insuffisance rénale aiguë, moins à risque d'évoluer vers la maladie rénale chronique et vers le passage en dialyse. Et ça a été confirmé
par l'étude réalisée sur la database américaine en comparant l'apixaban à la warfarin. C'est des patients qui feront moins d'insuffisance rénale aiguë, moins de progression de la maladie rénale dans les 3 stades, depuis le stade 3 jusqu'au stade 5. Alors, si on veut récapituler, pour les FA non valvulaires avec insuffisance rénale chronique confirmée, vous pouvez prescrire tout ce que vous voulez au-delà de 30. Pensez à réduire la dose du tapicatran. Pour la clairance entre 15 et 30, moi, je proposerai l'apixaban 2,5 et le rivaroxaban à la dose de 10. Pensez à monitorer si vous avez des effets indésirables. Pour les patients dialysés, la décision doit être plus, je dirais, stricte et individualisée au cas par cas. L'étude Valkyrie nous permet de prescrire le rivaroxaban et l'étude CEFDI est en faveur de l'apixaban 2,5 x 2. Une autre indication de la prescription des AOD, c'est les thromboses veineuses profondes et les embolies. Vous voyez sur le graphique, plus on évolue dans la fonction rénale, plus on aggrave la fonction rénale, plus le risque d'embolie augmente, avec un risque d'hémorragie, de récidive, d'hospitalisation et de mortalité qui impose un choix délicat des AOD et des doses. En cas de thrombose, tout le monde sait qu'on a une phase aiguë et on doit être efficace pour assurer la stabilité, éviter l'extension. Et l'apixaban et le rivaroxaban nous permettent d'éviter l'héparine à bas poids moléculaire et l'HNF. Vous savez, plus on dégrade la fonction rénale, plus la malléabilité, l'utilisation de ces anticoagulants injectables devient difficile. Et donc, c'est un grand avantage. Et les études, ils sont assez restreints concernant la TVP et l'embolie par rapport à l'AFA, mais les données, ils sont assez claires. Pour les patients qui ont une insuffisance rénale entre 30 et 50, pas de dabigatran à éviter. Le risque de saignement, il est à 6. Le hasard ratio, il est à 6. Pour l'édoxaban, la meilleure étude qui montre l'efficacité et la sécurité par l'édoxaban 30 mg. Et donc, si on a à conseiller des patients avec une thrombose, si on en dispose, c'est l'édoxaban 30 mg. Le meilleur profil sécurité, c'est le rivaroxaban, mais vous voyez que pour le risque de récidive de la thrombose veineuse, on a un hasard ratio à 1, et donc statistiquement, ça paraît non, c'est pas bien. Et pour l'apixaban, on a des valeurs, surtout une sécurité de saignement, mais peu de protection concernant la thrombose veineuse profonde, et on manque de données, donc on va l'utiliser avec précaution. La zone grise reste les patients dialysés. Et chez les patients dialysés, on a l'étude de Wetmore qui se base également sur le registre national américain, qui a comparé l'apixaban versus warfarin chez 12 000 patients. On a moins de TVP avec l'apixaban, on a moins de saignement, mais pour la mortalité, c'était la même chose. Et donc, on n'a pas pu conclure vers la supériorité des AOD par rapport aux antivitamines K. Pour être pragmatique et plus facile à digérer, prescrivez l'apixaban, prescrivez le rivaroxaban depuis l'insuffisance rénale modérée jusqu'à la dialyse. L'édoxaban est indiqué dans les formes où l'insuffisance rénale modérée. Pensez s'il vous plaît, et c'est un message à transmettre quand vous mettez des patients sous anticoagulants, à monitorer la fonction rénale. On s'acharne à monitorer le risque de saignement, mais on oublie qu'on peut avoir une aggravation de la fonction rénale et on peut rythmer ce contrôle en la règle de la clairance sur 10. C'est ce qu'on fait même pour nos insuffisants rénaux chroniques. On prend la clairance, on la divise à 10. Par exemple, si j'ai 80, j'ai 60 millilitres-minutes, je vais la diviser par 10, ça va me donner 6. Et donc, je vais contrôler mes patients tous les 6 mois. C'est la façon la plus facile. Et quand j'ai un événement aigu, pensez au dosage calibré du facteur 10A ou 2A, si vous en disposez, surtout lorsqu'il y a une chirurgie imminente ou un risque d'hémorragie ou l'hémorragie qui est récidivante. Je vous propose également, pour faciliter la tâche de votre travail, de proposer une checklist de prescription qui va commencer par une évaluation, c'est-à-dire évaluer la fonction rénale, évaluer le risque thrombotique, évaluer le risque hémorragique et surtout chercher est-ce qu'il n'y a pas d'autres médicaments qui vont interagir.
puis la phase d'action où je dois sélectionner ma molécule et choisir la dose, puis éduquer mon patient. On oublie, on prescrit, on fait l'ordonnance, mais on oublie d'éduquer nos patients concernant le risque hémorragique. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il rate un médicament ou une dose, qu'est-ce qu'il doit faire? Et bien sûr, planifier le suivi. Il me reste une. Le futur, c'est l'avenir des nouvelles molécules. Il y a des présentations sur l'inhibiteur du facteur 11, sur la nécessité de stratifier avec des nouveaux scores de risque et la modélisation pour adapter en temps réel, pas avec les fluctuations de la clairance. Je termine avec ce slide qui a été généré bien sûr par l'intelligence artificielle pour dire que le risque, il est très difficile de gérer le risque thrombotique hémorragique chez nos patients insuffisants rénaux. Le chemin, il a été assez bien redressé avec les nouveaux données. Pensez aux AOD surtout, l'apixaban et doxaban pour les insuffisances rénales entre 30 et 50, l'apixaban pour les patients qui ont une insuffisance rénale sévère, le rivaroxaban, grâce à la méthode Valkyrie ou l'essai Valkyrie, est indiqué chez nos patients actuellement dialysés. Pensez à contrôler votre fonction rénale, à l'évaluer et à évaluer votre fonction rénale toujours quand le patient est sous anti-AOD. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dina, pour ta superbe présentation et ce tour d'horizon. Nous allons laisser les questions vers la fin. Et je laisse la parole au docteur Hélène Desmurs, qui nous vient de Lyon et qui va parler, ce qui s'enchaîne assez bien avec ton topo, avec ta dernière diapo sur l'intelligence artificielle. On va partir du rôle de l'expertise humaine dans le diagnostic de la MTEV. La parole est à vous, docteur Desmurs. Chers collègues, chers amis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je remercie une nouvelle fois la société de m'avoir invité et de me faire cette confiance. Donc moi, je dois vous parler de diagnostic de la maladie thromboembolique. Question posée, algorithme versus expertise humaine, qui décide réellement? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, beaucoup de rappels que vous connaissez déjà, mais c'est pour progresser dans la réflexion. Le diagnostic, je parlerai des thromboses veineuses profondes, des membres inférieurs et de l'embolie pulmonaire. La maladie thromboembolique, c'est une maladie fréquente, c'est une urgence diagnostique avec une gravité potentielle de cette maladie, donc une urgence thérapeutique. Et donc, il y a une certaine pression sur le praticien pour arriver à ce diagnostic. Le risque d'erreur par défaut est une pression, mais il y a aussi un risque d'erreur par excès. Les signes cliniques, on va les revoir, ils sont peu spécifiques et on cède aussi des circonstances et antécédents et caractéristiques du patient et d'examens complémentaires. Alors, comme je vous le disais, les signes cliniques pris individuellement, là, on a ceux de la thrombose veineuse profonde. En fait, ils sont peu sensibles et peu spécifiques. Et la clinique, on est mauvais. Peut-être seulement l'augmentation du volume, sensibilité 80%, spécificité 60%, et on reverra cet item. Pour l'embolie pulmonaire, on n'est pas meilleur. Il y avait cette étude de 2011 qui comparait les symptômes présentés à l'arrivée du patient avec le groupe pour embolie pulmonaire confirmée et ceux où l'embolie pulmonaire était exclue. Et vous voyez qu'on avait pratiquement le même pourcentage de signes cliniques, peut-être une petite différence pour l'hémoptysie ou pour les symptômes de TVP, et ce n'est pas un hasard, on va le revoir par la suite. Donc au final, aucun signe clinique isolé ne permet d'affirmer ou d'exclure une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Et en fait, on améliore la démarche clinique en tenant compte des antécédents et des circonstances qui vous sont listés à droite, mais que vous connaissez. Et en fait, c'est le principe du diagnostic holistique qui est fait par le médecin senior ou expert, c'est d'avoir une vue globale de la pathologie du patient. Cependant, ceci ne suffit pas et on a besoin d'examens complémentaires. Alors, quand on parle d'examens complémentaires, on a un test biologique, d'autres ont essayé d'être explorés, mais on en reste toujours au D-dimer, avec cependant un certain nombre de questions initialement sur les techniques à utiliser, sur les seuils, le standard ou l'ajuster à l'âge, ça a progressé au cours des dernières années. Et puis l'imagerie, en fait, il y a eu quand même des révolutions dans les années 80-90, avec développement de techniques qui sont moins ou non invasives. Je veux parler bien sûr de l'échodoppler des membres inférieurs, mais là encore il y a des discussions sur faut-il utiliser une technique 2 points proximale ou
l'ensemble des membres inférieurs? Faut-il faire qu'une seule jambe ou 2 jambes? Ça a été des discussions. Et puis l'angioscanner thoracique ou la scintigraphie de ventilation-perfusion pour l'embolie pulmonaire. Donc la sensibilité des examens cliniques, le diagnostic holistique et les examens complémentaires, en fait, sont devenus très accessibles, et la maladie thromboembolique veineuse étant fréquente, on avait des suspicions cliniques de plus en plus fréquentes et non discriminantes avec un accès aux examens complémentaires. Et donc il y a eu une explosion des demandes de biologie et d'imagerie, une augmentation du temps de passage aux urgences et du coût de la démarche diagnostique. Donc il y a eu une réflexion dans ces années-là pour essayer de hiérarchiser les demandes dans les services d'urgence pour aider au diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place des algorithmes. Alors un algorithme, c'est quoi? C'est une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Ça, c'est la définition générale. En médecine, c'est une suite d'instructions ou un arbre de décision logique utilisé par les professionnels de santé, et ça permet de standardiser, d'optimiser la prise en charge des patients, du diagnostic jusqu'au choix du traitement, en se basant sur des données cliniques probantes. Donc, on a une fiabilité, on augmente la qualité et la sécurité des soins. Et donc, on a vu ces arbres décisionnels apparaître dans la maladie thromboembolique veineuse, en sachant que c'est une population, ces algorithmes ont été testés dans une population où l'incidence de la maladie est de 20 à 25%, et principalement dans les services d'urgence. Ça commence par le calcul d'un score de probabilité clinique. Avec le résultat, on va être soit bas ou intermédiaire, et on a une indication de faire un dosage des dédimères avec maintenant une adaptation du seuil à l'âge. Et si le score est haut, on passe directement à l'imagerie. Vous voyez que dans un cas, si les scores sont bas et les dédimères négatifs, on peut s'arrêter là, on économise la réalisation de l'imagerie, on admet une erreur par défaut à moins de 2%, c'est-à-dire on rate le diagnostic d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse dans moins de 2%, mais à 3 mois, on n'a pas de conséquences néfastes pour le patient. Si en revanche, on est dans un score de probabilité haut, on va directement à l'imagerie et on économise le dosage des dédimères. Ça permet certes une économie financière, mais également du temps de passage aux urgences, à condition que l'exclusion diagnostique soit une procédure sûre. Alors, si on en revient à ces fameux scores de probabilité clinique, on va commencer par la thrombose veineuse profonde. On a eu le score de Wells, qui est celui qui a été le plus utilisé. Il y a eu le Wells, puis le Wells simplifié, puis le Wells modifié. Vous voyez qu'avec les flèches noires, qu'on retrouve l'augmentation de volume du mollet et un autre item qui peut poser problème à certains cliniciens, mais qui fait appel à la connaissance, c'est alternative diagnostique au moins aussi probable. Donc là, il peut y avoir des discussions chez les juniors. Et puis, dans le score modifié, c'est la flèche bleue, antécédent de thrombose veineuse profonde. En fait, on a un problème quand on étudie les gens qui ont des antécédents de maladie thromboembolique, c'est-à-dire qui font des récidives, le score étant bien meilleur et initialement étudié chez des premiers épisodes de thrombose veineuse profonde. On a d'autres scores, notamment pendant la grossesse, le CORS-LEFT, qui est assez simple, que vous connaissez. Et puis pour l'embolie pulmonaire, qui est surtout là où il y a énormément d'études, on a le Wells à nouveau et le Wells simplifié, et puis le Genève ou Genève simplifié. Et là, on retrouve ce côté signes et symptômes de thrombose veineuse profonde et l'hémoptysie. En 2017, il y a eu une autre approche par rapport à ces scores de probabilité et l'algorithme qui, en fonction du score, disait dédimère ou directement imagerie. C'est le score de Years, qui, lui, a pris les items les plus performants de Wells, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des signes cliniques de TVP, est-ce qu'il y a une hémoptysie, ou est-ce que l'embolie pulmonaire est vraiment la première hypothèse diagnostique. Si vous avez aucun de ces 3 items, vous prenez un seuil de dédimère à 1000. S'il est inférieur à 1000, vous excluez votre diagnostic. S'il est supérieur, vous faites l'angioscanner. C'est pour l'embolie pulmonaire. Si en revanche, vous avez un ou plusieurs des symptômes cliniques, votre seuil de dédimère est alors à 500. Et là, pareil, si vous êtes à moins de 500, vous excluez le diagnostic. Sinon, vous faites l'angioscanner.
ça permet de diminuer encore de 14% la demande d'angioscanner par rapport à l'algorithme précédent. Et les diagnostics non faits sont inférieurs à 2%, ils sont de 0,5%. Donc, c'est une bonne démarche a priori. Mais j'attire votre attention, donc là, on a repris l'ensemble des scores sur ce que je vous disais. Tous ont été validés en service d'urgence. On ne sait pas leur fiabilité, enfin en tout cas, il y a eu des études, mais chez les patients hospitalisés. Et pour la thrombose veineuse, c'était dans le cadre d'un premier événement. On a également essayé d'améliorer encore les choses avec la règle PERC, c'est-à-dire que si vous avez une probabilité clinique faible par Wells, par Genève ou de façon implicite, et que vous appliquez, si vous vous posez ces 8 questions et que vous répondez non à ces 8 questions, vous pouvez exclure le diagnostic sans même faire les dédimères. Alors au final, est-ce que l'algorithme est mieux? Ça a l'air quand même très bien, cette chose-là, ou est-ce que l'expertise a sa place? Eh bien, en fait, si on compare l'estimation clinique globale et le score de probabilité, donc c'est-à-dire une approche holistique du patient par le praticien, qui tient compte des mêmes catégories en fait, que le score de probabilité, mais également des circonstances et des antécédents du patient avec une finesse plus importante. Et si l'on tient compte des limites de score, les patients avec des antécédents de maladie thromboembolique et les personnes plus âgées où les scores sont moins faciles, eh bien au final, l'expérience clinique est aussi bonne, voire meilleure. C'est ce qu'avait montré cette étude en 2013, où ils avaient pris des patients qui avaient été admis pour suspicion d'embolie pulmonaire dans les services d'urgence. Il y avait 117 services d'urgence. Et ils demandaient aux praticiens de remplir une fiche standard et d'évaluer la probabilité clinique. Il n'y avait pas du tout de consignes ou autre. On verra cette étude, elle n'était pas faite pour ça initialement, mais ils ont repris les données et ils ont calculé le score de Wells et le score de Genève secondairement, avec toutes les fiches cliniques qu'ils avaient. Et ils ont finalement montré que le clinicien était parfaitement capable, voire même meilleur dans ces services d'urgence, pourtant il y avait des seniors et des juniors, d'évaluer la probabilité clinique. Ce qui est important, enfin ce qui est amusant, c'est qu'en fait le clinicien a beaucoup plus de hauts scores que Wells ou Genève, comme vous voyez en bas. Le nombre, il est tout aussi performant. Il avait évalué 180 personnes avec un haut score, avec une prévalence de l'embolie pulmonaire de 72%, alors que Wells, c'était 43 au score, et Genève, 68. Alors, si le praticien il est aussi bon que les scores, pourquoi utiliser les algorithmes? Mais en fait, il ne faut pas confondre score de probabilité et algorithme. L'algorithme, c'est une démarche clinique qui permet surtout d'exclure de façon optimale le diagnostic ou alors de l'affirmer et de mettre en place un traitement. Et donc, cette démarche, est-ce qu'elle est vraiment meilleure, finalement, cet algorithme, qu'une prise en charge de routine par les praticiens, ou est-ce que c'est imposé pour des recommandations uniquement à but financier? Donc, c'est la première étude dont je vous parlais, qui était parue en 2006, qui, eux, se sont intéressés donc, sur les services d'urgence. Ils ont fait inclure pendant une quarantaine de jours tous les patients suspects d'embolie pulmonaire. Les praticiens n'avaient aucune consigne pour faire une démarche diagnostique quelconque. C'était le recueil des données, c'était 2003. Donc, c'était le début de la publication des algorithmes et donc, c'était pas encore bien rentré dans les mœurs. Et ensuite, ils ont analysé les données en disant est-ce que finalement la démarche elle est conforme aux recommandations et à l'algorithme ou est-ce qu'elle est non conforme? Sur ces 1500 patients, il y avait 429 embolies pulmonaires et il y avait 1100 exclusions. Et en fait, dans les exclusions, il y a 662 démarches non conformes. Pardon, sur l'ensemble, il y a 662 démarches non conformes, 36 quand l'embolie pulmonaire avait été affirmée, mais surtout 626 quand l'embolie pulmonaire a été exclue. Alors, est-ce que ça a une incidence ensuite sur les patients? Bien oui, comme vous le voyez dans l'encadré rouge, quand votre démarche diagnostique n'est pas conforme pour exclure l'embolie pulmonaire, vous faites prendre un risque à votre patient, puisque dans les 3 mois suivants, il y a eu 7% d'événements thromboemboliques, dont avec des morts subites.
Ce n'est pas du tout acceptable par rapport à l'algorithme qui, lui, assure moins de 2% d'événements thromboemboliques. Pourquoi la démarche n'était pas conforme? En fait, on s'est rendu compte que souvent, il y avait un arrêt prématuré de la réflexion et une absence de réalisation des examens ou alors une mauvaise interprétation des résultats. Le patient était suspect dans l'embolie pulmonaire, on lui faisait un échodoppler, il était négatif, on lui faisait une écho-cœur parce qu'on l'avait sous la main, c'était normal, et on ne faisait aucune imagerie pulmonaire, on disait bon, bah, c'est bon, il n'y a pas d'embolie. C'était particulièrement vrai chez la femme enceinte ou chez la personne plus âgée à cause de l'insuffisance rénale, on hésitait à lui faire un angioscan, ou parce qu'il était insuffisant cardiaque ou BPCO, on se disait oh, bah, la dyspnée, ça va être en rapport avec cette pathologie. Mais c'est nettement préjudiciable aux patients. Est-ce que vous me dites c'est 2003, publié 2006, est-ce qu'on fait mieux maintenant? Eh bien, une thèse a eu lieu en 2020 dans un service d'urgence parisien. Alors là, c'était sur la thrombose veineuse profonde. Et en fait, c'est un peu la catastrophe. Les démarches ne sont absolument pas conformes aux recommandations. Il n'y a pas de calcul de score. Tout est fait de façon empirique et avec des problématiques importantes. Alors pourquoi pas de suivi des recommandations? La principale raison alléguée dans cette thèse, c'est le mode d'organisation du service, avec, pour un dosage des dédimères, plusieurs heures avant d'avoir le résultat, l'échodoppler non disponible la nuit ou en fin d'après-midi, et des démarches non conformes, parce que si votre patient arrive à 8 heures du matin, oui, vous pouvez lui faire les dédimères, il attend, et si c'est non concluant, eh bien, vous faites l'échodoppler. Mais s'il arrive à 16h30 ou 17h, vous savez que le médecin qui fait l'échodoppler va partir, immédiatement vous l'appelez et vous obtenez ou pas l'examen. Certains patients ressortaient avec des ordonnances pour faire les examens en ville et une prescription d'anticoagulants. Donc la rationalisation de la démarche d'exclusion, comme on l'a vu, assure une sécurité pour le patient. En fait, le problème est d'avoir le bon examen au bon moment et surtout avec la bonne interprétation. Donc appliquer les algorithmes décisionnels, oui, c'est plus rationnel, sécurisant et c'est moins coûteux, même si au niveau de l'évaluation de la probabilité, le médecin est tout aussi bon que le score de probabilité. Il y a une organisation des soins, mais ce n'est pas suffisant. Alors finalement, l'expert, à quoi il peut servir si au final l'algorithme prend le dessus? Eh bien l'expert, il est justement dans tous les domaines où l'algorithme est pris en défaut. Tout d'abord, l'expert, il peut rationaliser. Souvent, dans les services d'urgence, enfin en tout cas en France, vous n'avez pas le temps de voir le patient, que l'infirmière a déjà piqué le bilan et elle a déjà prévu les dédimères. Ou alors ils viennent pour autre chose et on ne sait pas pourquoi les dédimères sont faits. Et vous avez un tableau qui n'a rien à voir avec l'histoire et des dédimères qui sont à 2000 et c'est la panique. Est-ce qu'il a une thrombose ou pas? La notion de valeur prédictive négative est très très compliquée pour le cerveau humain. Là, vous avez la règle PERT et vous avez l'expérience de l'expert pour éviter de faire des examens inutiles sur, d'emblée, un examen qui n'aurait pas dû être fait. Surtout, l'expert, il connaît les limites et la validation des examens. Pour la thrombose veineuse profonde, vous voyez qu'en fait, si la probabilité clinique est forte, même si vous avez des dédimères négatives en technique ELISA, eh bien, l'exclusion du diagnostic est discutée. Si votre probabilité elle est moyenne, un écho-doppler 2 points proximal, la valeur est discutée. Donc, on a un certain nombre de limites qu'il faut connaître sur la méthode des dédimères et sur l'échographie 2 points ou l'échographie complète. Pour l'embolie pulmonaire, c'est pareil. Vous voyez qu'en cas de probabilité clinique forte, les dédimères, même négatifs, ne permettent pas une sécurité pour exclure. Pareil pour l'angioscanner, s'il est difficile d'interprétation ou non conclusif avec une probabilité clinique forte, il faut se poser des questions. Donc en fait, l'expert, il est là aussi pour avoir une réflexion sur la cohérence de la situation. Et je vous ai remis cette fois-ci l'algorithme, mais avec les résultats des examens. Et vous voyez qu'une probabilité clinique forte, l'angioscanner n'est pas conclusif, l'expert se pose la question, demande une seconde lecture ou demande un autre examen, une scintigraphie de ventilation, et ce n'est qu'après 2 examens qu'il pourra exclure
avec sécurité le diagnostic d'embolie. Et puis l'expert, il est là pour gérer les questions non résolues ou complexes. Je vous ai parlé de la récidive de thrombose veineuse profonde. Le score n'est pas validé, même si le score modifié de Wells met en place les antécédents de TVP. La pertinence de l'imagerie de l'échodoppler si on n'a pas d'échodoppler de référence. Le diagnostic difficile sur une poussée d'un syndrome post-thrombotique versus un nouvel événement clinique. Surtout, pendant la grossesse, il y a vraiment un intérêt à connaître l'intérêt des examens, enfin la pertinence des examens, leurs limitations, parce que vous allez devoir discuter avec une patiente qui va immédiatement prendre son téléphone et regarder qu'un angioscanner, c'est préjudiciable pour la grossesse et pour le fœtus, mais va surtout pas regarder si le fait de ne pas faire un diagnostic d'embolie et de ne pas la traiter est préjudiciable pour elle. Donc il y a vraiment une discussion à avoir en connaissant la balance bénéfice-risque des examens, mais également le risque d'erreur diagnostique et thérapeutique chez la femme enceinte pour cette grossesse-là, mais également pour les futurs. Chez le patient avec un cancer, les scores de probabilité, en fait, l'algorithme a un score d'exclusion qui n'est pas inférieur à 2%. Et puis les patients avec BPCO. Donc en fait, on peut s'appuyer sur nos connaissances de la maladie thromboembolique et des examens complémentaires pour définir la meilleure stratégie. Je vous avais remis l'algorithme pendant la grossesse, mais on va passer. Conclusion finale, qui décide? En fait, quel est votre objectif? Votre objectif, c'est d'avoir une démarche rigoureuse, sécurisante et économe. Et donc, l'algorithme est intéressant, y compris quand on est expert, pour sécuriser le diagnostic d'exclusion, dans la majorité des cas, en restant cohérent avec les différents résultats. Pour améliorer son usage de cet algorithme, il faut organiser des filières de soins dédiées, des protocoles écrits et des médecins référents. Mais dans les cas particuliers, bien évidemment, l'avis d'experts est nécessaire, notamment pour intervenir dans toutes ces limites des algorithmes. Donc au final, qui décide? Bien sûr, c'est l'expert, et il décide soit d'appliquer l'algorithme comme il est, soit d'utiliser son propre cerveau. Je vous remercie. Merci Hélène pour cette excellente présentation. Donc, comme prévu, on va laisser les questions à la fin des 4 présentations. Et j'appelle mon ami professeur Khalid Serraj, chef de service de médecine interne du CHU de Oujda et doyen de la faculté de médecine, pour nous faire donc la prochaine présentation sur les thrombopénies immunes et risques thrombotiques. Quelle gestion optimale? À vous la parole. Donc, en fait, on m'a donné un titre un peu trop ambitieux, gestion optimale du risque thrombotique dans la thrombopénie immune. Déjà, la situation, elle est très inconfortable, pas la mienne, celle du risque thrombotique dans une thrombopénie immune. Puis je pense que le plus optimal dans ce genre de situation, c'est une discussion au cas par cas, et souvent c'est des cas collégiaux qui relèvent d'une personnalisation de la prise en charge. À chaque fois qu'on parle de risque donné dans une maladie donnée, il s'agit de développer 3 ou 4 choses. Il y a mon intelligence artificielle qui est en train de parler. Il y a mon téléphone qui me répond. Alors, un risque, ça se confirme. Un risque, ça s'explique. Et puis, un risque, une fois on l'a expliqué par des facteurs physiopathologiques ou autres, le fait de comprendre ces facteurs, eh bien, ça permet d'avoir et de comprendre et de préciser les implications pratiques en termes de prévention primaire et bien sûr prévention secondaire et bien entendu les aspects curatifs. Je terminerai quand même par 2 situations de thrombose, thrombopénie, voilà, où il faut faire attention. Alors, on sait maintenant depuis plusieurs années que ça se fait des études qui étudient le risque thrombotique dans l'incidence de la thrombose dans la thrombopénie immune. Et on a remarqué de manière régulière que, paradoxalement, avec le risque hémorragique de la thrombopénie, il y a le risque thrombotique. Et on a maintenant suffisamment de recul pour dire qu'il y a un risque relatif qui est maintenant bel et bien présent et confirmé
celui de 1,5 pour la thrombose artérielle et de 1,7 pour la thrombose veineuse. Donc, on sait que dans une thrombopénie immunologique, eh bien, il y a bien sûr l'hémorragie, mais il y a aussi un risque thrombotique avec une augmentation de ce risque de 50 à 70%. Donc ça devient quelque chose de connu, reconnu et confirmé. Bien entendu, la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, justement, paradoxalement, eh bien, dans une pathologie censée être hémorragisante, tout court, il y a un risque thrombotique. Et là, je ne vais pas vous développer ponctuellement la physiopathologie, je vais raconter très brièvement l'histoire physiopathologique de la thrombopénie immunologique. On s'est d'abord rendu compte que, qu'à chiffre égal des plaquettes, eh bien, un patient qui a par exemple 10 000 d'une thrombopénie périphérique, notamment immunologique, il saigne moins que quelqu'un qui a 10 000 d'une aplasie médulaire ou d'une thrombopénie centrale. Et on a essayé un petit peu d'expliquer ce phénomène, et on l'a expliqué par le fait qu'on sait maintenant que dans les thrombopénies périphériques et immunologiques notamment, il y a tout simplement ce mécanisme très basique d'une destruction périphérique avec une régénération médulaire. Et cette régénération médulaire, elle va faire qu'il y a des éléments qui sont immatures, qui vont passer dans la circulation périphérique, ce qu'on appelle communément les mégatrombocytes ou les plaquettes géantes ou les macroplaquettes. C'est un peu l'équivalent des réticulocytes finalement dans une anémie périphérique. Alors ça c'est un frottis d'une thrombopénie immunologique qui montre ces plaquettes géantes, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces plaquettes ne sont pas géantes juste par leur taille, elles sont géantes aussi par leur contenu. Elles sont très très riches en ce qu'on appelle les microparticules. Or, on sait que ces microparticules sont au final la plaque tournante de 3 ou 4 phénomènes. Les microparticules, ça active l'endothélium. Les microparticules, ça crée une ambiance pro-inflammatoire. Les microparticules, ça tout simplement déclenche, amplifie, entretient la cascade de coagulation parce que c'est tapissé de phosphatidylsérine. On sait que c'est la plateforme un peu qui va être le lit de cette cascade de coagulation. Et pour ne pas arranger les choses, ces microparticules activent également le complément. On va le voir par la suite. Donc, preuve à l'appui, étude à l'appui, on sait maintenant que tous les marqueurs de l'inflammation, de l'activation endothéliale, de la cascade de coagulation et de l'activation du complément sont augmentés chez les patients qui ont une thrombopénie immunologique. Et donc, si on veut un peu résumer la chose et simplifier, j'ai une thrombopénie immunologique, c'est périphérique, il y a de la régénération médulaire. Cette régénération médulaire, elle va donner ces mégatrombocytes, macroplaquettes, plaquettes géantes, appelons-les comme on veut, et ces mégatrombocytes vont, avec leurs microparticules, entraîner 4 choses. L'activation du complément, l'hypercoagulabilité, l'activation endothéliale et l'inflammation. Alors quand on dit inflammation, activation endothéliale d'un côté, hypercoagulabilité de l'autre côté, on est tout simplement dans 2 des 3 composantes du trépied de la triade de Virchow. Donc pour peu que le patient ait un petit epsilon, facteur supplémentaire, il va développer bel et bien une thrombose, qu'elle soit veineuse ou artérielle. Donc ça nous explique un petit peu de manière panoramique et didactique le risque thrombotique qui est maintenant logique, expliqué, explicable dans une thrombopénie immunologique. Alors une fois on a compris le mécanisme, restent bien sûr les implications pratiques. Alors les implications pratiques quand on parle d'un risque thrombotique, d'un risque de manière générale, c'est des implications en termes de prévention secondaire, de prévention primaire et de traitement curatif. Et je vais commencer en prévention primaire juste pour dire une chose, c'est que à partir du moment où on met en évidence un risque accru de quelque chose, eh bien, il va falloir, dans le cas ici de la thrombopénie immunologique, être dans le dépistage et la neutralisation et la prise en charge systématique de tous les facteurs de risque, qu'ils soient cardiovasculaires, artériels ou qu'ils soient de la maladie thromboembolique veineuse. Ça, c'est un principe de base. Quand on a une thrombopénie immunologique, maintenant, bien sûr, on va s'acharner sur les plaquettes et sur le risque hémorragique, mais il faut garder en tête une petite zone pour
les facteurs de risque thrombotiques, artériels et veineux. C'est une démarche qui devrait être d'autant plus énergique si le patient est âgé, si le patient a une thrombopénie immunologique réfractaire avec plusieurs lignes thérapeutiques ou encore s'il est sous agoniste des récepteurs de la thrombopoïétine, puisqu'on sait que dans la population de la thrombopénie immunologique, c'est des gens qui sont encore plus à risque de faire une thrombose artérielle ou veineuse. On a tout fait en prévention primaire, le mal est fait et le malade a développé une thrombose. Donc, la partie peut-être la plus importante, la plus pratique, la plus intéressante peut-être pour vous, c'est que faire quand on a un patient qui a une thrombopénie et une thrombose, et comment utiliser, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il ne faut pas utiliser, et comment utiliser ces antithrombotiques. Et je dis bien antithrombotiques, pas juste anticoagulants, puisqu'il peut s'agir de thrombose veineuse, il peut s'agir de thrombose artérielle. Ça fait plusieurs années qu'on a des recommandations. Là, c'est les indications, je ne vous apprends rien, des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants. Et toutes ces recommandations partent justement de ce constat qui est classique, basique, connu, reconnu. On sait qu'à partir de 50 000, a priori, il n'y a pas de risque hémorragique. Inférieur à 10 000, 20 000, c'est quand même c'est chaud. Et entre les deux, il y a une balance bénéfice-risque à prendre en considération. Donc, j'ai laissé un peu de côté les recommandations anciennes pour ne prendre qu'à partir de 2021 et bien sûr de guidelines de 2025. Et ce qui est fait, ce qui a été écrit en 200-300 pages, je l'ai un peu résumé en 2 algorithmes qui vont tout simplement nous dire qu'il y a en gros 3 cas de figure schématiques pour la thrombose veineuse, pour l'anticoagulation, et 4 cas de figure pour la thrombose artérielle et l'antiagrégation plaquettaire. Voilà, donc ça s'organise comme ça. Thrombose veineuse, anticoagulation, thrombose artérielle et antiagrégation plaquettaire. Alors, ce qui est dit dans les recommandations, clairement, aussi bien d'ailleurs pour l'artère que pour la veine, c'est que dans les situations extrêmes, la question est tranchée. À partir de 50 000, il n'y a pas de restriction. On fait ce qu'il faut. C'est même une faute de commencer à trop hésiter sur l'indication ou sur la possibilité de mettre en place une anticoagulation ou une antiagrégation plaquettaire. Inférieur à 10 000, 15 000, 20 000, on est, là aussi, c'est tranché dans l'autre sens. C'est une contre-indication absolue et on ne va pas commencer à faire une double antiagrégation plaquettaire chez quelqu'un qui a 5 000 plaquettes. Reste bien sûr la partie intermédiaire et c'est cette partie intermédiaire qui pose problème. Donc je complète un peu les algorithmes pour dire que, voilà, dans les 2 extrêmes, on connaît la réponse. Mais au milieu, par exemple dans la thrombose veineuse et l'indication d'anticoagulation, eh bien, l'anticoagulation est faisable. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on est intuitivement plus frileux par rapport au risque hémorragique que par rapport au risque thrombotique. Or, on sait qu'à 30 000, à 40 000 plaquettes, a fortiori si c'est une thrombopénie immunologique, eh bien, la mortalité et la gravité d'une thrombose est bien plus importante que la mortalité et la gravité d'une hémorragie liée éventuellement à la thrombopénie. Donc, anticoagulation faisable, et ce qui est dans les recommandations maintenant, c'est 3 mois, pleine dose, puis réduction, et on est fort des études qui montrent maintenant qu'avec la moitié dose, après 3 mois, on est aussi efficace sur la thrombose, et donc ça nous permet, tout bénef, aussi d'être moins dangereux sur le plan le risque hémorragique. Dénominateur commun dans tout ça, toujours intensifier le traitement TI parce que l'idéal, c'est de monter les plaquettes, ne plus être à la merci de ce dilemme, de cette situation qui est inconfortable et bien sûr la discussion au cas par cas. Pour les antiagrégants plaquettaires, c'est un peu plus nuancé parce que dans la marge entre 25 000 et 50 000, entre 10 000 et 50 000, il y a 2 situations. Il y a la situation entre 25 000 et 50 000, on est un peu plus rassuré. Et chez un patient qui est coronarien, par exemple, une bi-antiagrégation plaquettaire, si elle est indispensable, il faut la mettre. Si elle n'est pas indispensable, c'est une mono-antiagrégation plaquettaire, mais comme le patient est à plus de 25 000, on peut mettre le clopidogrel, chose qu'on ne peut pas faire quand on a un patient entre 10 000 et 25 000. Bien sûr, tout ça, ça reste du schématique et comme j'ai dit, ça reste une discussion au cas par cas. Alors, entre 10 000 et 25 000, généralement, pas d'anti-agrégation plaquettaire double, c'est une seule molécule, et généralement, c'est l'aspirine et pas clopidogrel, sauf exception.
toujours même chose, intensification thérapeutique, monter les plaquettes et essayer justement de se mettre à l'abri un peu de ces situations qui sont, comme j'ai dit, malaisantes et inconfortables. Je termine par deux situations. La première, c'est des malades qui, de manière inaugurale, vont faire des thromboses et des thrombopénies, se mettre en tête que la chose à écarter, en tout cas la chose à retenir par élimination, c'est thrombopénie immunologique avec thrombose. La chose à écarter, c'est les syndromes de microangiopathie thrombotique. C'est très très important de ne pas passer à côté de ça. Je dis ça parce que toutes les thrombopénies de consommation ont souvent des tableaux cliniques qui sont superposables à une thrombopénie immunologique qui d'ailleurs n'a pas de signature diagnostique évidente. Et donc toujours quand on a une thrombopénie et une thrombose en même temps, se mettre en tête et se poser la question, est-ce que le malade n'a pas un CHU, n'a pas un PTT, n'a pas un CAPS, des choses comme ça. Et vous savez très bien que c'est des pathologies non seulement pas si rares que ça, mais très très graves et très dangereuses. Deuxième message, c'est par rapport peut-être aux jeunes. Là, on est en train de parler d'une situation où il y a un risque accru de thrombose. On n'est pas au stade de dire que la thrombopénie immunologique est une cause de thrombose veineuse ou de thrombose artérielle. Donc, quand on a un malade qui a une thrombopénie immunologique et qui fait une thrombose, il faut faire le bilan étiologique de la thrombose. C'est très, très important, ne pas céder au simplisme et au raccourci de dire « oui, de toutes les manières, un risque accru, et donc c'est parce qu'il a une thrombopénie immunologique qu'il a thrombosé. » Et d'ailleurs, l'idéal l'optimal pour régler ce genre de situation, c'est de traiter la thrombose, chercher et traiter la cause de la thrombose et traiter la thrombopénie. Avec ça, on aura quand même cette approche holistique et cette approche globale pour bien gérer notre patient. Donc je conclus en disant que oui, le risque thrombotique, il est accru dans la thrombopénie immunologique, qu'en pratique, il y a 3 ou 4 cas de figure, et j'ai mis schématique en rouge parce que c'est schématique. Il y a autant de cas de figure que de cas. Aucun patient ne ressemble à l'autre. À chaque fois qu'on a un patient qui a une thrombopénie avec une thrombose, avec une indication aux anticoagulants, avec une question qui nous tracasse, qui nous agace, qui nous pourrit un peu notre quotidien, il va falloir discuter de manière collégiale et discuter en équipe. Et bien sûr, les 2 petites pots de banane que j'ai développées à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Serlage. Et pour conclure cette session, je laisse la parole au docteur Jean-Pierre Laroche qui va nous faire le point sur la e-cigarette. Bien, merci et bonjour pour cette nouvelle invitation. 15e congrès, j'étais présent au premier, je le dis toujours, avec un ami très cher qui est plus là maintenant, c'était le professeur Michel Meyer-Samama, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, le point sur la e-cigarette. J'ai un gros recrutement artériel, donc je suis confronté avec les fumeurs, les vapoteurs, les fumeurs qui vapotent et les jeunes, les adolescents qui n'ont pas de problème artériel commencent par le vapotage alors qu'ils n'ont jamais fumé et secondairement, ils deviennent des fumeurs chroniques. Donc, c'est un sujet très important. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur cette fameuse cigarette électronique. Et ceux qui ont inventé ça, ils ont été très forts parce qu'ils ont gardé la gestuelle du tabac. Voilà. Alors, je n'ai pas de lien. Je vous ai mis d'abord tous les pays dans le monde où le vapotage, la cigarette électronique est interdite. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Argentine, Brésil, Norvège, il y a à peu près tous les pays, nord, sud, etc. Alors, le contexte, c'est que le tabac, il recule, hein, c'est ce qu'on veut, c'est l'objectif 2032, mais dans le même temps, le vapotage, la cigarette électronique s'installe. Donc le fardeau du tabac, vous le connaissez, c'est 75 000 décès par an chez nous, donc 45 000 par cancer, 25% des adultes fument, et la génération sans tabac, il faut croiser les doigts. L'essor du vapotage, c'est de plus en plus important, 8,3% des adultes vapotent, 6,1% quotidiennement. Alors l'échelle du phénomène, c'est il y a 100 millions d'utilisateurs des cigarettes, 15 millions d'adolescents,
4 millions de vapoteurs actuels en France. Hein, donc on est les premiers en Europe, on est les premiers pour des trucs importants. Et troisième au niveau mondial. Alors je ne vais pas vous rentrer dans le détail, hein, c'est une usine à gaz, c'est le cas de le dire. Hein, donc vous avez un système, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais vous avez vu que dans les magasins qui vendent ça, les shops qui vendent ces trucs-là, c'est de plus en plus coloré, c'est de plus en plus gadgetisé, et ça se vend comme des petits pains. Donc les dispositifs de la cigarette électronique, vous avez des formes pen, pod, etc. Il faut comprendre une chose, les cigarettes électroniques mode, dans l'univers de la vape, c'est une e-cigarette qui n'a pas de batterie intégrée. Bien sûr, après, il y a des tas de produits qu'on peut utiliser. Et puis, le POTS, c'est un système de cigarette électronique qui fonctionne avec une cartouche amovible. Cette cartouche contient le e-liquide et intègre soit une résistance scellée, soit un remplacement par résistance remplaçable. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de produits dans ces systèmes dont on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc l'alerte, c'est la PUF, c'est un dispositif jetable aux arômes très attractifs et attendez, je reviens en arrière, et addictif. Donc voilà, le système, il est comme ça. Le paradoxe de la toxicité, hein, on a pour tous les vapoteurs, ils ont l'illusion du zéro. Non, c'est pas dangereux par rapport à la cigarette. Par contre, ce qui est éliminé, alors monoxyde de carbone, c'est zéro. Les goudrons, a priori, c'est zéro. Les nitrosamines, benzopyrène, c'est négligeable. Enfin, ce qui est inhalé, il y a un haut niveau de radicaux libres, il y a des particules fines à pénétration profonde et de la nicotine à très haute absorption si on utilise le système PUF. Les effets de la cigarette électronique sur le plan cardiovasculaire, qu'on le veuille ou non, sont importants. C'est des effets hémodynamiques immédiats qui sont probables. Il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une altération de l'endothélial. Il y a eu des infarctus parce que ça entraîne une rigidité de la paroi artérielle et une augmentation de la pression artérielle, etc. Donc aujourd'hui, il y a des maladies chroniques qui se développent avec la cigarette électronique. Donc il y a des zones de certitude et d'incertitude. Et vous allez voir que sur la cigarette électronique, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de certitudes pour l'intoxication tabagique. On sait ce que ça fait. Par contre, pour le reste, c'est un peu plus discret. Alors, il y a une dégradation thermique des liquides que vous allez absorber, et puis ça va donner des problèmes de toxines et des absorptions d'aldéhydes, notamment au niveau de la cavité buccale et la trachée. Une réduction, alors, le verdict quantitatif, vapotage versus tabac fumé, il y a une réduction drastique des concentrations, mais il y a un risque résiduel qui perdure. Donc la fumée du tabac, on sait que c'est très dangereux, l'inhalation, etc. L'aérosol de vapotage, il y a inhalation de formaldéhyde, c'est 13% de situation en risque. L'acroléine, c'est 17%, et les autres. Donc il y a un risque résiduel qui est quand même significatif. Alors ce qu'on sait, c'est que sur le système cardiovasculaire, le système respiratoire, la cancérogénèse et la grossesse, le tabac fumé, c'est extrêmement dangereux. Pour le vapotage, le système cardiovasculaire, c'est probable, mais surtout quand on vapote avec de la nicotine. Pour le reste, toutes les études montrent que c'est possible. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais disons que ça rassure ceux qui s'en servent. Les manifestations cliniques, en résumé, il y a des manifestations donc hémodynamiques, il y a un risque, qu'on le veuille ou non, thrombotique. Ça peut donner des syndromes coronariens, notamment chez des sujets très jeunes, et des atteintes cérébrales. Et puis, il y a aussi la femme enceinte, hein, donc on nous dit, oui, donc pendant vous fumez, vous êtes enceinte, vous arrêtez de fumer, et puis en fait, elles basculent, certaines d'entre elles, au vapotage, puisqu'il a été écrit de partout, dans un premier temps, qu'une femme enceinte pouvait vapoter. Et on se sert de cet argument pour dire, voilà, c'est pas dangereux. C'est évident, si une femme enceinte peut vapoter, c'est que c'est pas dangereux. En fait, c'est faux. Hein. Donc, il y a
une femme enceinte qui fume, il y a la priorité à l'arrêt total du tabac par des substituts nicotiniques. Vapotage uniquement si la rechute vers le tabac est inévitable. Donc ça, voilà. Les fumeurs actifs, on peut leur conseiller comme produit de substitution, mais attention, quand on vapote, on ne fume pas en même temps. Ça, c'est le premier point. C'est comme quand on vous met des patchs, on ne fume pas en même temps. La deuxième chose, c'est que c'est effectivement un peu moins dangereux, mais c'est un passage qui doit durer 1 an et demi, voire 2 ans. Pas plus. Donc, en France, on est un peu à la croisée des chemins parce qu'il y a des tas de lois qui sont en train d'être discutées. Donc, il y a eu des études qui ont été faites. Vous voyez, 56% de la population considère que la vape, c'est un outil d'arrêt du tabac, mais que c'est pas dangereux. Et 61% des fumeurs disent qu'ils veulent essayer. Il y a une menace législative actuelle. Depuis juillet 2025, on va mettre en place des nouveaux espaces sans fumée. Donc la vape n'est pas encore concernée au niveau national. Et le ministre de la Santé, vous voyez, 2026, envisage d'élargir ces interdictions strictes à la cigarette électronique. Alors, j'ai fait des recherches sur ce qui se passait au Maroc. Le mur marocain, c'était au départ l'interdiction absolue. Il y a un statut légal, il y avait un principe et il y avait une réalité. En fait, les choses sont en train d'évoluer. Il y a une nouvelle réglementation au Maroc qui change depuis février 2026 pour les cigarettes électroniques, les e-liquides et les prix. Donc voilà ce qui est dit. Donc oui aux pods rechargeables, oui au sel, mais 20 mg pas plus, oui au grand format, oui à des solutions économiques. Par contre, fin des jetables, c'est interdit. Fin des liquides qui sont trop dosés, fin des flacons nicotinés et fin des pods pré-remplis. Pour le passage de la frontière, il y a un risque douanier qui est systématique pour les voyageurs au Maroc. Donc, faut pas trop se balader avec des cigarettes électroniques. Ça peut vous donner des ennuis. Alors, l'horizon 2026 de la vape en France. Donc, on reprend le comparatif entre le tabac et la cigarette électronique. Donc, sur le plan cardiovasculaire, il y a des effets probables pour la vape. Par contre, pour le tabac, c'est évident. Pour le reste, je vous l'ai déjà dit, c'est des incertitudes sur le plan respiratoire et de la cancérogénèse. On conseille de réduire de manière drastique les doses de nicotine, parce que ça, c'est presque aussi grave que le tabac. Il faut limiter les arômes dits fun, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Et puis, il y a une interdiction normalement de la méthanicotine. C'est une fausse nicotine. Il y a des risques systématiquement inférieurs au tabac. Jusqu'à présent, il y a 0 tumeur humaine détectée. Je dis bien jusqu'à présent, mais c'est pas évident. Et puis, les effets cardiovasculaires, bien entendu, sont liés à la nicotine. Alors, les règles d'or pour le Maroc et l'Europe. Donc, il y a un risque douanier, mais c'est pas, contrairement à ce qui est écrit, c'est pas une interdiction formelle. En Europe, il y a un cadre commun avec des restrictions locales, mais de pays par pays. Donc l'Europe, elle est assez désunie. Le taux de pénétration, il est de 27% en France, 29% en Allemagne, en Angleterre un peu moins, etc. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et ce que la médecine nous dit, pour résumer, donc c'est un défi épidémiologique majeur, 100 millions d'utilisateurs, c'est énorme. 15 millions en France. La France est en première ligne avec 4 millions de vapoteurs réguliers. Et puis, il y a une diminution des dispositifs les plus dangereux, mais il y a aussi l'arrivée de nouveaux produits qu'on met dans ces cigarettes électroniques dont on ne connaît rien. Il y a un impact sur l'endothélium, c'est certain. Donc, en conclusion, ça existe avec ou sans nicotine. Il vaut mieux éviter la nicotine dans les cigarettes électroniques. L'e-cigarette n'est pas sans risque pour le cœur et les vaisseaux. Et si les risques sont inférieurs à ceux de la cigarette, les effets à long terme ne sont pas connus. Prudence dans l'utilisation et il faut des études complémentaires pour en savoir un peu plus. Ça fait plus de 10 ans que la cigarette électronique existe, mais on ne connaît pas tout. Pourquoi ? Parce que personne a voulu faire des études dignes de ce nom scientifique.
Ça n'existe pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laroche, pour cette présentation. Donc, j'appelle les 4 orateurs au pupitre donc, pour des questions. Et on va se limiter peut-être à 2 petites questions pour chaque présentation. En attendant, oui, au fond. Bonjour, merci à tous les 4. J'aimerais revenir sur la première présentation sur le Rhin. J'aimerais vous challenger un petit peu sur l'étude Valkyrie et que vous mettez très en avant pour favoriser le rivaroxaban dans cette indication. C'est une étude pilote. C'était initialement fait pour tester la vitamine K sur la calciphylaxie. Vous avez 40 patients par groupe d'études. Et recommander le rivaroxaban en première intention chez le dialysé sur une étude sur 40 patients, x2, ça me semble un peu fort, surtout que quand on repart sur les données médico-administratives nord-américaines, le rivaroxaban semble être associé à un risque hémorragique plus important que l'apixaban, raison pour laquelle les Américains ont pris l'apixaban chez le dialysé, approuvé par la FDA, et pas le rivaroxaban. J'aimerais que vous commentiez un petit peu votre position aussi affirmée sur cette molécule. Votre remarque, elle est pertinente, mais moi, ce que j'ai retrouvé sur les études, c'est que même pour l'apixaban, c'était des patients, soit qu'on a pris des 5 mg x2, soit des 2 mg x2 pour des sujets qui étaient très âgés, à 80 ans et à moins de 60 kg. Et donc, même les Américains, ils n'arrivent pas à se prononcer pour l'apixaban. C'est vrai sur le plan pratique. Maintenant, ce qu'on fait, nous, sur le plan pratique, c'est de l'apixaban 2,5, que ce soit pour les patients insuffisants rénaux chroniques avec insuffisance rénale sévère ou chez les patients dialysés, et on utilise peu le rivaroxaban, nous, sur le plan pratique. Mais ce que je vais trouver sur la littérature, et c'est des finalités statistiques, c'est qu'ils sont plus pour eux, la robustesse statistique de l'étude Valkyrie prend sur le plan statistique, pas sur le plan pratique. Nous, sur le plan pratique, on est plus sur l'apixaban 2,5 pour les patients qui ont une insuffisance rénale chronique, pour les patients qui sont dialysés. Et même les autres études, c'est des études avec des bras qui sont très restreints. Même l'étude SAFEDI qui vient de sortir, c'est des bras de 50 patients, comparant l'apixaban versus antivitamine K versus pas de traitement. Même les autres études pour les patients dialysés avec des problèmes de nécessité d'anticoagulation, le souci énorme, c'est de pouvoir recruter ces patients. On a d'autres études qui ont été arrêtées, amputées précocement parce qu'on n'a pas pu recruter des patients sur 5 ans, 6 ans de suivi. Voilà. Hélène, finalement, la valeur prédictive négative des dédimères, est-ce qu'elle est devenue caduque? Il faut l'oublier. La valeur prédictive négative des dédimères. Non, je pense qu'on ne peut pas, mais il faut être cohérent avec le score de probabilité. Mais il faut la garder. Mais Non, sur une probabilité faible ou intermédiaire de dédimères négatifs, avec un test agréé, là, tu es en situation commune, tu exclus ton diagnostic de façon sûre. En revanche, là où je voulais attirer l'attention, c'est la cohérence par rapport à la haute probabilité, que ça soit des dédimères négatifs ou un angioscan non conclusif. Si on a une haute probabilité clinique et vraiment pas d'autres diagnostics alternatifs, on ne peut pas exclure de façon sûre sans se reposer des questions. Mais dans la probabilité basse ou intermédiaire, non, on peut s'arrêter là. Oui, s'il vous plaît, d'autres questions? C'est par rapport au tabagisme passif. On a encore des cafés où il y a des fumeurs et non-fumeurs. Est-ce qu'au moins sur ce point-là, la cigarette peut au moins avoir un avantage pour l'instant? Merci. Alors,
la fumée, enfin la fumée qui est dispersée par les cigarettes, etc., c'est très dangereux, puisque donc il y a des patients effectivement qui n'ont jamais fumé une cigarette vraie, mais qui ont à peu près les mêmes symptômes et les mêmes complications quand ils vivent dans une ambiance saturée en tabac. En ce qui concerne le vapotage, ça n'a pas été noté. Alors, j'ai vu que le vapotage, ça donne beaucoup de fumée, hein, donc ils adorent ça, ils en mettent de partout. Normalement, sans odeur, mais souvent ils ont de l'odeur. Est-ce que le vapotage passif, jusqu'à présent, il n'a pas été décrit? Alors, est-ce que ça donne des effets secondaires sur le plan de la santé? J'en sais rien. Probablement, au moins, on inhale un petit peu, donc sur le plan pulmonaire, puisqu'en fait, la plus grosse complication, il y a le cardiovasculaire, mais c'est surtout avec le vapotage, les problèmes pulmonaires de fibrose. Peut-être, mais pour l'instant, c'est pas écrit noir sur blanc par personne. Oui, pour Khalid, s'il te plaît. Pour les thrombopénies sous RTPO, sous analogue thrombopoïétine, qui font un accident, quelle est ton attitude pour la poursuite, l'arrêt, baisser les doses? On a la semaine dernière un cas dans le service d'un AVC post-L-thrombopag 10 jours après. On veut très rapidement arrêter la molécule, mais ça va faire baisser très rapidement les plaquettes. Donc, quelle est votre attitude? Qu'est-ce que tu conseilles? J'appelle Madame Tesi pour avoir son avis. En fait, c'est justement, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de la thrombose, comment elle est. Si mon patient est sous agoniste et il me fait une embolie pulmonaire massive, tout ça, je ne crois pas que le fait de continuer même à dose réduite va me mettre à l'aise et va mettre à l'abri le malade. Et donc, moi, je pense qu'il y a des choses à... C'est la balance bénéfice-risque, finalement. Quel chiffre de plaquettes, quel syndrome hémorragique a présenté le malade au départ, quel événement thrombotique maintenant. Et donc, comme j'ai dit, il y a autant de cas de figure que de cas dans ce genre de situation. J'ai quelque chose... Oui. J'ai quelque chose à rajouter. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui s'appelle l'étude COBRA. C'est une étude qui a été faite au Canada et qui, pour la première fois, a confronté directement pour la maladie thromboembolique veineuse l'apixaban et le rivaroxaban. Il n'y a pas de conflit avec l'industrie n'était pas présente. Donc, en termes d'efficacité, c'est la même chose dans la MTEV. Par contre, en termes d'hémorragie, il y a 30% de plus d'hémorragie dans cette étude avec le rivaroxaban par rapport à l'apixaban. C'est tout. Il faut la connaître parce que depuis longtemps, on demandait qu'une étude head-to-head soit réalisée pour savoir exactement. Donc ça a été fait, c'est l'équipe de Marc Carrière à Ottawa qui a fait ça et les résultats sont là. Sur les 3 premiers mois. D'autres questions, s'il vous plaît? Bien, donc ça nous permettra de gagner un peu de temps, donc on passe à la suite.